Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence. Sébastien Vaux-Moron est notre invité depuis 13 heures. On a parlé de test de QI avec son livre Test de QI et que faire après aux éditions Tom Pouce. On va maintenant parler de paradoxe du burn-out. On va parler de burn-out. C'est votre deuxième livre qui vient de sortir en septembre. Pourquoi ce livre? Est-ce qu'il y avait un besoin? En fait, le burn-out, c'est quelque chose que j'ai observé dans mes consultations. Et à chaque fois, je me disais, mais on aurait pu éviter ça si on était intervenu plus tôt. Oui. Et ce livre, c'est un projet assez ancien. Et mon éditeur, je lui en avais parlé, il m'avait dit, bon, bah, d'accord, après le test de QI, on avait convenu de ça. Et j'ai passé à peu près 8 mois à réfléchir comment aborder la question. Et j'ai regardé ce qui existait comme livre sur le sujet. Et il existait déjà beaucoup de choses, alors plein de témoignages. Oui. Il existe des bouquins qui vous promettent le bonheur et une seconde vie après, ceux qui vous parlent de l'enfer du burn-out, ceux qui font que des recueils de citations de patients ou de clients, d'avocats, etc. Et je voulais faire autre chose. Et donc, en fait, j'ai fait une enquête dans 15 pays francophones et je me suis entretenu 1 heure avec des médecins du travail, des médecins généralistes, psychiatres, des avocats, des responsables de ressources humaines, assistantes sociales, etc., dans tous ces pays francophones, pour avoir leur regard sur le burn-out. Voilà. Oui. Et donc c'est un livre de réflexion, c'est pas un manuel, c'est pas un guide, c'est vraiment un livre de réflexion et qui pointe, et ça je le savais pas à l'avance, c'était après l'enquête que ça s'est dégagé, qui pointe justement des éléments paradoxaux sur la question du burn-out. Oui, on va en parler de ces éléments paradoxaux, mais juste une petite question de définition. Oui. Le burn-out, en fait, c'est une dépression. Non. Quelle est la différence? Alors, non? Ça dépend ce que vous mettez derrière le mot dépression. Si vous dites une dépression de l'humeur ou une dépression psychologique, c'est pas sûr que ça soit ça, en fait. C'est une chute de la pression. Alors, au niveau, peut-être, je sais pas, moi, de la physique, oui, c'est une dépression. Mais quelqu'un qui a un burn-out, qui est en burn-out, eh bien, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se concentrer. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à réfléchir, c'est quelqu'un qui a une altération de l'émotion et un sentiment souvent de dépersonnalisation. Donc ça, c'est la triade, c'est vraiment l'atteinte cognitive, la capacité à réfléchir, à raisonner, à mémoriser, l'atteinte émotionnelle et puis le sentiment de dépersonnalisation. Ça, c'est pas une dépression. La Haute Autorité de la Santé a publié un rapport qui montre que finalement, quand on traite le burn-out qu'avec un antidépresseur, la sortie du burn-out n'est quand même pas optimum. Oui. Voilà. Et puis il y a d'autres études internationales sur le sujet qui disent la même chose. Et donc, si on a tous ces symptômes, on n'est pas en dépression? Il peut y avoir une dépression de l'humeur qui s'accompagne, mais c'est plutôt en seconde intention, c'est une conséquence. Là, la première chose qu'une personne qui est en burn-out fait, c'est qu'elle n'arrive plus à travailler. C'est pas qu'elle a envie de se pendre, c'est qu'elle n'arrive plus à travailler. Et ça, c'est un élément de chute de la capacité de l'activité intellectuelle. Quelqu'un qui est déprimé peut avoir des idées noires, etc., et puis quand même pouvoir travailler. C'est pas la même chose. Oui. Alors après, neurologiquement, dans le cerveau, il semble, et il faudrait qu'il y ait des études pour approfondir ça, ça serait intéressant, mais il semble que quand on dose les neurotransmetteurs, c'est-à-dire ces messagers chimiques qui activent nos circuits du cerveau, eh bien quand il y a un burn-out, c'est plutôt la dopamine et la noradrénaline qui sont effondrées, et non la sérotonine. Un antidépresseur agit principalement sur la sérotonine. Et elle n'est pas vraiment chutée. C'est plutôt la dopamine et la noradrénaline qui sont 2 neurotransmetteurs qui activent le circuit de l'attention, de la motivation et du plaisir, mais circuit de l'attention, concentration, motivation. Et c'est eux qui chutent. Donc si on parle de dépression, peut-être parler d'une dépression, peut-être dopaminergique, de la dopamine. Oui. Mais il faudrait encore faire des études très très sérieuses sur le sujet pour pouvoir approfondir ces hypothèses. Oui. Et alors le burn-out ne va se déclencher qu'avec en fonction d'un travail, d'une activité professionnelle, de quelque chose qui ressemble à du travail. Oui. Mais le travail, si vous voulez, c'est quelque chose qui est une notion assez vague. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui a 30 ans qui fait des mathématiques appliquées à la finance, quelqu'un qui a 20 ans qui fait des mathématiques appliquées à la finance, mais dans le cadre de ses études, quelqu'un qui a 16 ans et qui fait des mathématiques ou quelqu'un qui a 6 ans et qui fait des mathématiques. À 6 ans, on résout des problèmes de mathématiques, on réfléchit, on se creuse les méninges, etc. On travaille. Et le mot travail, finalement, est quelque chose qui indique plutôt une activité qui demande de l'effort,
qu'une question de rémunération et de salariat. D'ailleurs, les matériaux travaillent, on dit le bois travaille aussi. Et il n'est pas salarié, le bois. Oui. Voilà. Donc le travail, oui, c'est un épuisement. En fait, si vous voulez, il y a des risques psychosociaux. Et ces risques psychosociaux, lorsqu'ils ne sont pas bien prévenus, quand la prévention de ces risques psychosociaux échoue, il y a un risque, une exposition au danger de burn-out, oui. Oui. Et alors, vous avez fait cette étude sur 3 continents, dans 15 pays, je crois. Oui. Quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a des différences? Sur le burn-out en lui-même, non. C'est-à-dire que quand quelqu'un est épuisé, il est épuisé, qu'il habite Madagascar, le Sénégal, la Tunisie, le Québec ou la France ou la Belgique, on est épuisé, ça c'est pareil. Ce qui change, ça va être l'accompagnement qui va lui être proposé, à la fois médical, sociétal aussi, et professionnel. Il y a en France, on a quand même une bonne couverture, à la fois sociale et médicale. Quelqu'un qui est en arrêt de travail pour raison de maladie, et le burn-out n'est pas une maladie professionnelle reconnue, mais quelqu'un qui est en arrêt maladie peut avoir une indemnité pendant plusieurs mois, voire quelques années. Il y a des pays où c'est pas le cas. Donc ça, c'est une différence importante parce que le rapport au travail va pas être le même. Si vous n'avez pas de chômage, d'indemnité de chômage, si vous n'avez pas d'indemnité pour arrêt maladie, vous allez être beaucoup plus vigilant à votre état de santé au travail que si on sait qu'on a ces possibilités-là. Oui, oui. Et alors, selon les continents, est-ce qu'on a autant de cas de burn-out? Alors, j'imagine que c'est très difficile de répondre à cette question, mais est-ce que la façon de voir le travail va, par exemple, en Afrique, on a cette idée que les gens sont moins stressés, sont peut-être moins pris par leur travail, en tout cas avec moins d'exigences que, par exemple, en France. Alors, la France, c'est peut-être pas un très bon modèle sur la question du travail, si vous voulez. Il suffit de passer, sans aller en Afrique, de passer la frontière française, d'aller en Belgique, et bien au Luxembourg. Les cadres qui sortent à 19h ou 20h de leur bureau, c'est plutôt mal vu. Il n'y a qu'en France où c'est bien vu. Voilà. Ouais, c'est tout un problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait son travail, c'est-à-dire avoir fait les choses qu'on devait faire, et finir à 17h. Si on le fait en France, qu'on est cadre et qu'on sort à 17h parce qu'on a tout fait, on va penser qu'on ne fait pas grand-chose. Effectivement. Et c'est plutôt le temps de travail qui va être valorisé que la qualité du travail. D'ailleurs, quand on est élève à l'école, un élève qui a 13 de moyenne générale, mais qui travaille, par exemple au collège, vous prenez un élève de 5e qui a 13 de moyenne générale, qui travaille 2 heures tous les soirs, il va être valorisé par le milieu enseignant, parce qu'il travaille, il s'investit. Quelqu'un qui a 16 et qui fait rien, il ne va pas être valorisé. Alors qu'il a 16 quand même, c'est quand même beaucoup mieux que 13 au niveau du résultat. Et il ne va pas être valorisé parce qu'il s'investit moins. Alors, il a des facilités, tant mieux pour lui. Donc qu'est-ce qui est jugé? Est-ce que c'est le résultat ou l'effort qui est mis? En France, c'est plutôt l'effort qui est mis, qui est jugé. Pour l'Afrique, la difficulté, c'est le travail informel dans certains pays. Un travail qui n'est pas du salariat, et donc on ne peut pas le comptabiliser. Le burn-out est plutôt soit chez les indépendants, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les professions libérales, ou chez les salariés du secteur tertiaire. Voilà. Les maladies auxquelles les salariés, par exemple, du bâtiment sont exposés, c'est autre chose que le burn-out. Ah oui, oui. Il y a une spécificité. Enfin, oui, il y a un épuisement. Si vous voulez, la plupart du temps, le burn-out, et ce n'est pas la seule situation, mais la plupart du temps, c'est un épuisement cognitif lié à une surcharge de travail, soit une quantité de travail à faire qui est trop importante, soit un temps de travail qui est trop élevé, ou les deux conjugués. Mais ça concerne plutôt des activités du secteur tertiaire. Oui. On les voit plutôt là. Par exemple, un promoteur immobilier qui veut qu'on finisse très rapidement son immeuble, il peut peut-être pousser ses ouvriers et les mettre en situation de burn-out. Non, parce que, écoutez, c'est intéressant comme exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une table ronde avec un médecin du travail qui est dans le BTP et elle disait qu'elle voyait très peu de burn-out dans ce secteur-là. Parce qu'il y a un temps de travail qui est quand même très cadré. Oui. Alors que le cadre qui travaille dans une assurance, dans une banque ou l'enseignant, lui, finalement, il va pouvoir ramener du travail à la maison avec son ordinateur. Il va le faire, oui. Il va le faire. Il va travailler de 22h à 23h, ou minuit, ou tôt le matin. Le maçon sur le chantier, il ne va pas y aller à 22h. Et alors justement, est-ce qu'avec le télétravail, on constate plus de burn-out, puisqu'on ramène, le travail est à la maison? Alors, le télétravail, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout. Un enseignant travaille la moitié de son temps de travail
dans l'établissement scolaire pour le collège et le lycée et la moitié chez lui. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis 150 ans, le télétravail. Ce qui a été nouveau là, c'est que ça s'est généralisé à d'autres professions et que c'était en situation de pandémie. Donc le télétravail, par exemple, du premier confinement n'est pas un télétravail normal. C'est un télétravail où vous n'avez aucune sortie, aucun loisir, vous avez les enfants toute la journée à la maison, vous faites l'école pour les enfants la journée et le soir, vous faites votre travail. Le télétravail que l'on va construire là maintenant, en dehors de la pandémie, va être un autre télétravail. Mais cette période de confinement et de pandémie là qui débutait, effectivement, ça a été propice à une augmentation des risques psychosociaux et donc un facteur de burn-out. Oui. Vous parlez de paradoxe du burn-out, c'est même le titre de votre livre. Quels sont ces paradoxes ? En fait, on a plusieurs paradoxes. On en a parlé d'un là justement qui est tout à l'heure, qui est celui de la dépression. La plupart des personnes en burn-out, arrêt de travail, sont avec un traitement d'antidépresseurs, ce qui ne marche pas toujours très bien. Oui. Et il semblerait que ce ne soit pas la sérotonine, mais la dopamine qui soit effondrée. Donc ça, c'est un paradoxe, le fait de traiter peut-être pas pour la bonne dépression. Il y a la question du temps de travail. Si on regarde le site de l'INSEE, qui nous donne des éléments statistiques sur la société, l'INSEE montre qu'en 70 ans à peu près, on a diminué en moyenne, c'est-à-dire une moyenne sur toutes les professions, etc. Le temps de travail a baissé de 350 heures par an. 350 heures par an, c'est l'équivalent de 10 semaines de congés payés à 35 heures. C'est énorme. Et quand on discute avec des gens qui ont 80, 90 ans, ils travaillent beaucoup plus que 35 heures, et il n'y avait pas de burn-out comme ça. Et oui. Donc ça, c'est un paradoxe, c'est-à-dire on a baissé le temps de travail et ça a augmenté le nombre de personnes en situation d'épuisement professionnel, alors que le temps de travail est plus faible. C'est quand même paradoxal. Et alors que par le passé, on choisissait pas forcément son travail et on appréciait certainement pas autant son travail. Alors ça, c'est un autre élément, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, on choisit peut-être plus le métier qu'on le faisait il y a 70 ans. Donc le fait d'avoir un métier que l'on aime ne suffit pas à se protéger du burn-out. Peut-être même c'est un facteur exposant. Oui. Parce que plus on aime, plus on en fait. Et oui. Et moins on se cadre et plus on s'expose. Et donc, si on n'arrive pas à l'objectif rêvé, à l'objectif désiré, on se retrouve ça peut amener un épuisement. Très frustré. Ça peut amener un épuisement, effectivement, oui, c'est possible. Ouais. Alors, ce burn-out, comment le prévenir ? Parce que vous travaillez avec des personnes qui ont un burn-out, vous avez fait cette étude sur 15 pays, comment le prévenir ? Alors, la prévention du burn-out, en fait, en France, on parle d'un syndrome d'épuisement professionnel. C'est comme ça qu'est intitulé le rapport de la Haute Autorité de la Santé. Et entre parenthèses, il y a mis burn-out. Donc, la prévention du burn-out, c'est la prévention des risques psychosociaux. C'est à l'entreprise de veiller à ce que les conditions de travail des salariés soient respectueuses de la santé, aussi bien physique que mentale. Et mentale, c'est à la fois psychologique et cognitive des salariés. Donc, c'est l'entreprise qui doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés. Et donc, c'est à l'entreprise de prévenir ça. Ça, c'est l'article 41-21 du Code du travail. Et l'article suivant, le 41-22, il nous dit que les salariés doivent eux-mêmes aussi veiller à leur propre santé et sécurité en fonction de leurs connaissances et de celle des collègues avec qui ils travaillent. Donc, on a aussi individuellement une responsabilité dedans. Donc, il faut qu'il y ait cette obligation légale d'un document unique d'évaluation des risques dans les entreprises. Toute entreprise qui emploie au minimum une personne doit l'avoir. Il faut que ce document unique évalue les risques psychosociaux auxquels les salariés sont exposés et qu'il mette en face des mesures de prévention primaires, c'est-à-dire avant qu'on ne soit exposé à ces dangers-là, secondaires, lorsqu'on y est exposé sans grande difficulté, et tertiaires, lorsqu'il y a eu des dommages. Vous pouvez nous donner des exemples précis ? Oui, la charge de travail, c'en est un. Par exemple, avoir une charge de travail trop importante, c'est un facteur d'épuisement. Oui. Voilà. Alors, tout le monde ne va pas s'épuiser. Vous prenez un service d'une entreprise, vous avez 15 salariés qui ont les mêmes exigences, enfin l'employeur a les mêmes exigences envers eux. Les 15 ne vont pas faire un burn-out, peut-être un. Donc il y a des facteurs individuels, peut-être, qui sont aussi engagés, mais c'est d'abord l'entreprise qui doit veiller à ça. Donc la charge de travail, l'intensité du temps de travail, les exigences émotionnelles sont mobilisées. Dans le domaine du travail social, par exemple, et dans le domaine du soin, il y a beaucoup de soignants ou travailleurs sociaux qui s'épuisent et qui peuvent aller jusqu'à un niveau de burn-out, d'épuisement complet avéré, avec des mois et des mois d'arrêt de travail. Oui. Donc, oui. il y a comme ça des
des risques psychosociaux, hein, donc l'exposition, les exigences émotionnelles, la charge de travail, qui sont des facteurs assez forts de risque de burn-out. Ouais. Comment savoir si on fait un burn-out, on est surmené, on en a ras-le-bol du travail, on ne veut plus aller au travail le matin, on a envie de quitter tout ça. Comment savoir Alors là, ça amène la question de la définition en fait. Le terme de burn-out a subi 2 modifications. Il y a une extension du sens et une dilution du sens. L'extension du sens, c'est le fait qu'aujourd'hui on parle de burn-out parental, burn-out du colibri, etc. Donc ça, on a étendu le sens à d'autres domaines. Et puis la dilution du sens, c'est que le burn-out, c'est un épuisement. C'est pas un épuisement en train de se faire, c'est un épuisement avéré. Quelqu'un qui est en burn-out, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire. C'est-à-dire qui fait du lit au canapé, du canapé au lit. Oui. Ça, on le sait. Oui. Quand on parle de burn-out et qu'on est encore en activité, quand dans la presse on voit des articles qui nous disent qu'il y a 2 500 000 salariés en burn-out sévère, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas enquêté auprès de gens en arrêt de travail, ils ont enquêté auprès de gens en activité. Et on a mesuré non pas l'état d'épuisement, mais l'état de fatigue. Donc ils sont en fatigue peut-être très avancée, mais ils sont encore en activité. Ils ne sont pas en burn-out, ils travaillent. Oui. Et les questions qu'on leur fait passer, qui sont des questionnaires internationaux, ce sont des questions pour des gens en situation de travail, pas en situation d'arrêt maladie. Donc c'est un niveau de risque. Est-ce que le niveau est très critique ou pas? Est-ce que les gens sont proches du burn-out ou pas? Et donc ces enquêtes-là évaluent ça, le niveau de danger. Quand on est en burn-out, on le sait, parce qu'on ne peut plus rien faire. On ne sait plus comment allumer son ordinateur, on ne sait plus comment rédiger un mail. Là, on est en burn-out, là on le sait. Avant, c'est le niveau de fatigue. Et là, les gens ne le savent pas. Oui. Oui. Et comment passer de ce niveau de fatigue qu'on ne peut plus supporter au burn-out? Qu'est-ce qui fait que ça passe de l'un à l'autre? On ne sait pas. En fait, quand on discute avec les médecins du travail, avec les psychologues du travail, quand on discute avec les responsables de ressources humaines, les managers, en fait, ils voient bien qu'il y a des salariés qui sont en train d'aller trop loin, qui commencent à avoir des difficultés dans la réalisation de leur travail, qui ont une humeur qui devient un peu compliquée à gérer, etc. On voit bien qu'il y a des signes de fatigue, mais les personnes qui sont en burn-out, la veille, elles fonctionnaient à peu près normalement. Et puis c'est brutal, il y a un arrêt brutal. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire oui, que on peut voir quelqu'un travailler un jour et le lendemain matin, on va nous dire mais elle a fait un burn-out, elle ne vient plus, elle ne va pas venir pendant plusieurs mois. Et ça va être peut-être difficile à comprendre justement pour la personne, pour le collègue. Oui. Alors en plus, les gens qui font un burn-out, souvent ce sont des gens plutôt très investis, très travailleurs, et donc qui donnaient une image d'eux plutôt très positive. Oui. La personne sur qui on pouvait compter, celle qui allait faire le job, etc. Et tout d'un coup, voir qu'elle s'effondre, c'est souvent inattendu. On ne pense pas à elle comme personne en burn-out. Mais les signaux sont faibles. Et souvent, les personnes qui font un burn-out, en plus, ne sont pas à l'écoute de leurs propres signaux et ne les connaissent pas et les masquent. Ce qui fait que quand on masque les signaux faibles, eh bien, c'est très difficile d'identifier les risques. Et les signaux faibles, c'est quoi? C'est un peu ce que je vous ai dit là. C'est le fait d'avoir des difficultés d'attention, de concentration, de commettre des erreurs d'inattention, d'avoir une humeur qui devient un peu plus susceptible, etc. D'avoir besoin de plus de délai que d'habitude pour faire les mêmes types de travaux, etc. Ouais. Mais ça, on peut l'avoir en cas de fatigue. C'est très difficile de faire la différence. Et c'est justement le seuil avant le burn-out, c'est la fatigue. Et c'est toute la difficulté d'identifier à partir des gens qui sont en fatigue professionnelle, celles et ceux qui vont finir en burn-out, et comment l'éviter, de ceux qui vont être juste en fatigue et qui vont prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances et qui vont pouvoir repartir normalement. C'est toute la difficulté de les identifier. Oui. Et s'il y a tant d'augmentation, en fait, je crois que c'est la Caisse primaire d'assurance maladie qui indique qu'il y a une augmentation de 6% par an de dossiers de burn-out reconnus en maladie professionnelle, pas dans le tableau des maladies professionnelles, mais en commission spéciale, une augmentation de 6% tous les ans, c'est que c'est de plus en plus reconnu comme maladie professionnelle. Et les gens n'arrivent pas à identifier eux-mêmes, chez eux-mêmes, les signes qui vont être les signes d'alerte. Oui. Alors avant, on ne parlait pas de syndrome d'épuisement professionnel, de burn-out, on parlait de dépression, non? On mettait ça dans la dépression? Le problème que l'on a, c'est que comme le tableau des maladies professionnelles ne reconnaît pas l'épuisement professionnel, le burn-out dans les maladies, aucun médecin qui met un arrêt de travail ne peut mettre burn-out. Parce que ça n'est pas une maladie professionnelle. Oui. Ensuite, le médecin généraliste ou le médecin psychiatre n'a aucune compétence pour pouvoir dire que c'est bien les conditions de travail de la personne qui l'ont épuisé. Lui, le médecin, ce qu'il voit, c'est une personne épuisée.
Mais il ne peut pas dire de façon affirmative, c'est à cause du management ou de je ne sais pas quoi. Oui. Parce que d'abord, il ne va pas dans l'entreprise. Il ne peut pas y aller, c'est le médecin du travail qui y va. Donc le certificat qui est fait par le médecin, c'est souvent syndrome anxio-dépressif, dépression, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'autres outils. Donc ça mène à une confusion. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, on va terminer là-dessus, Sébastien Vaumoron, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses ? Une bonne prévention, ça passe par une bonne information dans les entreprises, une bonne formation à la fois des personnes dirigeantes, les comités de direction, les ressources humaines, les managers, les salariés également, un document unique d'évaluation des risques qui est bien mis à jour sur la question des risques psychosociaux. Et puis, il faut être aussi à l'écoute de soi. Et quand on sent de la fatigue, eh bien, il faut prendre du temps de repos, avoir des activités de loisirs. La personne qui fait un burn-out, généralement, n'est plus qu'à fond dans le travail. Oui. Il n'y a plus que ça dans sa vie, les jours, les semaines qui précèdent le burn-out. Oui. Donc, il faut garder des espaces de récupération. Merci Sébastien Vaumoron, vous sortez Paradoxe du burn-out. Concrètement, que faire ? Mieux comprendre les dessous de sa mécanique aux éditions Tom Pouce et également chez le même éditeur. Ça, c'était en 2019, test de QI et que faire après. Merci d'avoir été notre invité sur Vivre FM, Sébastien Vaumoron. Merci, au revoir. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.